Bonsoir, bienvenue à Classico, l'émission 100% foot de Radio J. Merci de nous rejoindre ce soir. Classico de retour en plateau et c'est aussi bon que de quitter la Coupe Intertoto pour jouer en Ligue des Champions, n'est-ce pas Benjamin Krief ? Tout à fait, je confirme. Salut à toi Benjamin, vous êtes tué avocat. Bonsoir également à Franck Tapiro, communicant et fondateur de Rootspa qui nous voit pour l'instant depuis une plateforme virtuelle. Bonsoir Franck. Bon, Franck est avec nous, il va nous rejoindre dans quelques... Ah mais je suis là. Eh ben on t'entend très bien. Bonsoir Franck. Je salue également Michael Tapiro, ça va très bien. Bonsoir Michael. Bonsoir Steve, ça va ? Fondateur, ça va très bien. Et directeur général de la Sports Management School à Paris. Et bonsoir également au youtubeur Alexandre Darmon qui découvre nos studios. Bonsoir Alexandre et bienvenue à toi. Merci, bonsoir. Dans cet antre du football. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre à la radio et sur les réseaux sociaux tous les lundis à 21h. Merci beaucoup à vous. Classico épisode 9. Ça tombe bien, on va commencer avec un sacré buteur. C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. Oh Grégoire Margoton en finale de la Coupe du Monde. Il l'attendait depuis des semaines, non pas Grégoire Margoton, mais Kylian Mbappé. Il est enfin arrivé ce week-end, un soir où Thomas Tuchel l'avait pourtant placé sur le banc des remplaçants. Kylian Mbappé a marqué samedi soir son 100e but avec le Paris Saint-Germain. Le but du 3-1 contre Montpellier à la Mosson et à la 91e minute. Messieurs, Mbappé est-il déjà entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain ? D'après les statistiques, alors s'il fait 100 buts en 3 saisons, ça veut dire qu'il risquerait de tourner en 2023 à 200 et en 2017 à 300. Donc 300 buts dans 6 ans, il en aura 27. C'est juste époustouflant. C'est un super joueur. Bien sûr. Super joueur. Ta question, Steve, c'était est-ce qu'il était dans l'histoire du PSG ? Et ça, dans l'histoire du PSG, oui. L'histoire dans du l'histoire du PSG. PSG, la réponse est évidemment oui. Mais je crois que Kylian Mbappé, il est même dans l'histoire du foot déjà. Ouais. Sa précocité, sa régularité. Voilà, bravo à lui. Juste si on peut amener un petit bémol déjà, il faut pas qu'il commence à déjouer. Et on sent dans certains matchs qu'il essaye de faire la diff tout seul. Il voulait vraiment se sentir but. Senti. Parfois, il peut être un peu exaspérant quand même quand il prend le ballon. Il se dit, je vais faire la différence tout seul. Je vais dribbler. Voilà, faut faire gaffe à ça. C'est un super joueur, mais qui commence pas à avoir ces défauts là qui sont un peu insupportables. Alexandre, rapidement. Non mais c'est un super joueur. Kylian Mbappé, c'est un joueur qui est champion du monde à son âge, qui a 22 ans, qui a tout gagné en France et qui quand il parle en plus s'exprime correctement, t'as envie de l'écouter. Voilà, c'est un super joueur. Après, je suis un peu d'accord avec Benjamin, mais c'est savoir ça commence. Non, mais savoir s'il va rester sur la durée au PSG, 300, 500, 600, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, oui, il rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, pourquoi il resterait pas au PSG aujourd'hui ? C'est un club qui est super ambitieux. Il a un plan de carrière. Ouais, mais pourquoi le PSG rentre pas dans ce plan de carrière ? Il veut gagner la Ligue des Champions, il veut des titres, il veut des stats. Au PSG, il peut en avoir. C'est pas sûr qu'il en aurait plus au Real Madrid de chance de gagner la Ligue des Champions, même moins. Mais est-ce que pour le PSG, faut le garder ? C'est un autre Franck, un mot avant de rejoindre notre premier invité. Bon, vous savez le bien que je pense de Kylian Mbappé, et d'ailleurs depuis très très longtemps, depuis Monaco. Moi, je pense que c'est très très compliqué, surtout quand on est en France, de commencer avec une quasi-perfection, j'ai dit une quasi-perfection, et de la garder dans toute sa carrière. On connaît le talent qu'ont les Français de gâcher des talents comme ça dans l'œuf. Hein, on voit Gasquet dans un autre sport. Je pense que Kylian est peut-être l'exception qui va confirmer la règle. Moi, je pense qu'il a déjà, de cette courte carrière, il a pratiquement tout connu. Des titres de champion du monde, de buteurs incroyables, de performances en or. Le seul truc que je suis d'accord avec ce qu'il a dit, c'est attention, marquer c'est bien, faire des passes décisives, c'est carrément aussi bien aujourd'hui. Et au PSG, on voit que même Neymar s'est agacé de la façon dont il a, par exemple, quand il fait ce super débordement sur la gauche, il est tout seul, il la garde, il bouffe un peu le ballon. En Ligue des Champions, plusieurs fois qu'il bouffe la feuille. La semaine dernière. On se rappelle en finale de la Ligue des Champions aussi, il a bouffé la feuille, il a raté 2 buts. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des grandeurs, il n'y a pas de décadence, mais il y a des petits enjeux. Franck, mais encore une fois, la barre est tellement haute avec lui que on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Franck, on va rejoindre maintenant par téléphone notre premier invité, Mathieu Faure. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous êtes journaliste à SoFoot et Nice Matin. Vous avez récemment contribué au récent livre officiel des 50 ans du PSG paru chez Solar. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Kylian Mbappé est pour vous l'un des plus grands attaquants à avoir joué sous les couleurs du club de la capitale. C'est difficile parce que le dossier il est encore en cours, on va dire. C'est plus facile de faire un bilan quand une personne n'est plus là. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il a 21 ans, il est déjà centenaire en termes de buts au club. Il en est à 49 passes décisives, je crois que c'est en 137 matchs. Donc
statistiquement, on est sur un rythme incroyable. Je crois qu'il y a que Ibra qui a réussi à mettre 100 buts plus vite, donc ça vous place un peu le calibre du joueur. Après, c'est sûr, peut-être qu'on en attend plus, notamment en Ligue des Champions. Là, cette disette, ça fait 1 an qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions, c'est anormal. Qu'est-ce qui lui manque pour faire partie des plus grands attaquants de l'histoire? Une plus grande diversité dans son jeu, des titres individuels? Non, parce que diversité, ce qu'on lui demande, en fait, c'est d'être là dans les grands rendez-vous. Et après, c'est important qu'il traverse une période de doute, comme c'est le cas actuellement, parce que un grand joueur, quand il est dans une période de doute, il est obligé de se réinventer, de faire le dos rond, d'avancer. Donc c'est important. Là, il vient de traverser une période de doute, à la fois physique, mentale. On sent qu'il piochait un peu. C'est la suite qui va être intéressante de voir comment il va rebondir. Il a toujours su rebondir parce que c'est quelqu'un qui est d'une très bien entouré, qui sait ce qu'il veut, où il veut aller. Et puis il est quand même sur des standards. On se rend pas bien compte de ce qu'il fait à seulement 21 ans. C'est quelqu'un à 18 ans ou 20 ans qui était champion du monde, qui marque en finale de Coupe du Monde. C'est un extraterrestre au niveau du foot français. On s'en rend pas bien compte parce que il est sous nos yeux actuellement. On a l'impression que c'est normal ce qu'il fait, mais c'est anormal ce qu'il fait. Ouais, c'est sûr. Il faut. Vas-y. Non, mais pour répondre à la question de Steve, qu'est-ce qu'il doit faire pour être encore plus grand? Il faut qu'il soit un peu plus tueur devant le but. Il faut qu'il soit plus efficace. On se rappelle de certaines occasions manquées. Là, il y en a eu encore la semaine dernière, et notamment celle Enfin, ça rejoint un peu ce que dit Mathieu. Il faut qu'il soit plus tueur devant le but, et notamment dans les grands rendez-vous, quoi. Et il lui faut du temps. Il a 22 ans. Il faut qu'il appréhende ce haut niveau. C'est sûr. Et en plus, c'était une saison un peu particulière l'année dernière aussi. Rappelez-vous, la Ligue des Champions a été tronquée. Il a pas joué le match aller, enfin le match retour Dortmund parce qu'il avait une angine ou je sais pas quoi. Il joue pas le premier quart de finale. Il rentre. Il fait la différence en quart de finale cet été pendant le Final Four. Quand il rentre, le match change complètement. Moi, je le trouve impressionnant, vraiment impressionnant ce joueur, sincèrement. À son âge. Là, il a égalé samedi soir Dominique Rocheteau, mais il reste encore derrière trois de ses prédécesseurs au PSG, Edinson Cavani avec 200 buts, Zlatan Ibrahimovic avec 156 buts et Pedro Miguel Paoletta avec 109 buts. Mathieu, est-ce que vous le voyez encore longtemps au PSG? C'est difficile. Cet été, il lui restera 1 an de contrat. Donc c'est soit vous le prolongez, soit vous le vendez, parce que ça serait quand même délicat d'être le seul club à faire partir libre Kylian Mbappé à 23 ans dans la fleur de l'âge. Et le prolonger, c'est compliqué parce que là vous avez un entraîneur qui est en fin de contrat, donc lui s'il souhaite prolonger, il faut savoir avec quel coach. Il veut des garanties, j'imagine, sportives, c'est à savoir comment il va être encadré sur le terrain, sauf que là vous êtes en période de Covid, vous avez des incertitudes financières qui vous rendent difficilement lisible votre mercato, donc il y a plein d'interrogations, donc c'est difficile. Moi j'ai l'impression qu'il a fait le tour de la question en Ligue 1. Je suis d'accord. En Ligue 1, il progresse plus parce qu'il a plus trop d'adversité. Il faut qu'il change d'environnement. Il aura fait 4 ans au PSG, c'est énorme. Il aura fait quasiment 6 ans en France. Donc là, il faut qu'il se remette, qu'il sorte un peu de cette zone de confort, donc qu'il aille dans un autre grand club, dans un autre pays, avec une autre manière de jouer au foot. On a parlé ces derniers jours de la petite phrase de Neymar autour de ses envies de rejouer un jour avec Messi. L'Argentin a déclaré également avoir envie de rejouer avec le Brésilien. Est-ce que ce transfert vous paraît, et je pose la question à tous nos experts autour de la table, est-ce que une arrivée éventuelle de Messi au PSG vous semble crédible? Et est-ce qu'elle s'accompagnerait forcément d'un départ d'Mbappé? J'y crois pas du tout. Mais c'est des bruits, ça, c'est des analyses à chaud de choses qui n'existent même pas. On a chopé Neymar à la fin du match. On lui a montré une vidéo de Messi. Évidemment, il a dit mon rêve, c'est de rejouer avec lui. Et après, dans le lendemain, dans tous les journaux, t'as Neymar fait un appel du pied à Messi. Pas du tout. J'y crois pas du tout. Je crois pas que c'est réalisable, même financièrement. Est-ce que ce serait utile que Messi vienne au PSG? Évidemment, c'est un super joueur, c'est un icône du football. Donc la réponse est oui. Est-ce que j'y crois? Est-ce que c'est faisable? La réponse est absolument non. C'est du bruit pour rien, ça. Ouais, en fait, au Paris Saint-Germain, on a besoin d'une sentinelle. Donc, si Messi joue sentinelle, ça pourra peut-être se faire, mais c'est pas du tout. Enfin, c'est complètement. Non, c'est du bruit pour rien. Je suis pas d'accord. En dehors du cadre. Et il y a une chose qui est un peu dérangeante en parallèle, c'est que l'air de rien, Neymar a un nouveau rôle. Il est directeur sportif. Alors, bientôt, il sera prendre ses responsabilités. Il était déjà intendant. Il va être chauffeur du bus. Non. Je pense que normalement, il devrait avoir un petit bonus de salaire. Je suis en désaccord total avec Mickaël. C'est exactement ce qu'on attend de Neymar. Neymar, on dit il s'implique aussi exactement, voilà, que ce soit le taulier du PSG, même pourquoi pas envisager le brassard à court terme, à moyen terme. Non, au contraire, je suis pas du tout d'accord. Il faut que Neymar s'implique. Oui, mais si c'est pour partir, c'est peut-être pour Barcelone. Hein. Il a fait un appel pour Barcelone. Un appel du pied de Franck Tapiro. Ne défends pas ton frère, Franck. On n'est pas d'accord avec lui. Moi, je ne comprends plus.
Non mais je crois que PSG devait nous faire rêver. Mais je suis désolé. Je suis d'accord. Et le Qatar, vous savez, la Suisse a un budget non limite. Faire venir Messi, faire venir Ronaldo, faire venir Neymar et Mbappé. Mais arrêtez de chercher une logique sportive. Il n'y en a jamais eu. C'est une logique d'entertainment, une logique financière, une logique d'image pour le Qatar. Et puis Messi. Donc à partir de là, Messi, c'est Machiar. Donc Machiar à Paris, c'est très très bien. Mais Messi, et puis Messi ne sera pas à Barcelone l'année prochaine. Messi ne sera pas à Barcelone. City, on le sait très bien. Non, mais on ne sait pas. Mais même City, ça se jouera entre City et le PSG. Et franchement, acheter Messi et vendre Mbappé, d'abord moi je suis français. Quelle erreur. Non mais Mbappé, j'ai envie de le voir réussir partout. Et je pense que pour l'équipe de France, c'est important qu'il aille voir ailleurs. Parce qu'il arrive à une fin de cycle. On le sent, il a une fin de cycle. Oh non. Aujourd'hui, tu troques. Il gagne d'abord chez nous. Tu troques. Aujourd'hui, ce que tu dis, tu troques Mbappé contre Messi au PSG. Non, pas que contre Messi. Non. Je troque pas que contre Messi. Mais je dis juste que si tu récupères de l'argent sur le transfert d'Mbappé, tu fais venir Messi et tu vas chercher d'autres joueurs. C'est ça le football. Mathieu Faure, Messi au PSG, ça vous paraît réalisable l'année prochaine? Ce qui est chaud, c'est qu'il est en fin de contrat en 2021, donc à partir du 1er janvier, il peut signer dans le club de son choix sans que vous ayez d'indemnité de transfert à payer au FC Barcelone. Donc j'imagine que dans la grande rivalité qui existe entre le PSG et le Barça, si vous, en gros, vous pouvez mettre une olive au Barça sur Lionel Messi, ils vont pas se priver. Après, il y a aussi une autre réflexion, c'est qu'à Doha, l'équilibre sportif de l'équipe qui va récupérer le ballon, comment on va défendre, comment on va presser, ils s'en foutent. Eux, ils se rendent compte que dans la même équipe, vous pouvez aligner avec le maillot du PSG Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. Eux, pour eux, c'est FIFA. FIFA 21, ils pensent comme ça. Donc, au niveau du marketing, c'est tout gagné. Mais par contre, bon courage au futur coach. Le pauvre Tuchel, c'est déjà dur pour lui. Non, le futur coach, ce sera un impresario du Moulin Rouge. Le pauvre Tuchel. C'est compliqué. Un psychiatre. Alors, messieurs, la rencontre contre Montpellier a aussi été marquée par le magnifique but de Moïse Kean. Est-ce la révélation de la première partie de saison du Paris Saint-Germain? Ouais, ça fait partie des révélations, ça fait partie des très bonnes surprises. C'est quelqu'un qu'on voyait pas du tout. C'est un super joueur depuis le départ, les amis. Effectivement, il était censé remplacer. Dis pas qu'il a acheté sur mon petit gazon. Mon petit gazon, il est chez moi, il m'a marqué un but, merci à lui. Ça fait un bel investissement. Non, mais je signale à la France entière qui nous écoute qu'à mon petit gazon, j'ai mis 7-1 au présentateur de l'émission. Et ça, fermons la parenthèse. Il aurait mieux fait de ce tard. Ouais, exactement. Non, mais franchement, c'est une super belle surprise. Il était venu remplacer Choupo-Moting et c'est une super belle surprise. Et aujourd'hui, pour Icardi, je pense que ça va être compliqué de retrouver sa place. Et c'est pas Radio J qu'on va occulter le fait. Moïse Kean qui débarque à Paris, c'était déjà bien parti. Non, mais... Et un mot peut-être sur le plan statistique, 5 buts en 7 matchs en Ligue 1 pour Kean, 2 buts en 5 matchs de Ligue des Champions, des rencontres qu'il n'a pas toujours démarré en tant que titulaire. Est-ce qu'il est désormais le titulaire numéro 1 à la place d'Icardi? Pour moi, oui. Poste-là pour moi, oui. Et c'est un super joueur, mais ça date pas de son arrivée au PSG. Il était très fort à la Juve. Déjà. Il a 22 ans, je crois. 20 ans. Il a pas le permis de conduire. Tu imagines? Il prend ce ballon, comment son contrôle et cette mine qu'il met dans les cages, c'est un super joueur. Ouais. Et il faut juste dire un truc, c'est que l'Angleterre peut-être ne correspond pas à son jeu. Peut-être. Pourtant, il va y retourner. Peut-être. Alors, mais justement, moi, je suis pas sûr qu'il y retourne. Justement, et on va céder juste après la parole à Mathieu Faure. Le jour est arrivé en prêt avec une option d'achat, mais Ancelotti, le coach d'Everton, a dit qu'il souhaitait le récupérer l'an prochain. Tout à l'heure, le joueur italien a déclaré: pour l'avenir, on ne sait jamais. La balle est et du côté du PSG, Mathieu Faure. Il est arrivé sans option d'achat, c'est ce qui a un peu fait tiquer, mais ça veut pas dire que. Alors ensuite, il a vocation à forcément revenir à Everton. Ça veut dire que pour l'instant, les Anglais ils se sont dit, on l'avait payé cher, je crois plus de 30 millions d'euros il y a un an. Il était en situation d'échec total à Liverpool. Parce qu'il y a des versions contradictoires, Mathieu Faure, sur l'existence ou pas d'une option d'achat sur ce transfert-là. Vous nous indiquez qu'il n'y en a pas. J'indique parce que Leonardo l'a indiqué à la fin du mercato de manière très officielle qu'ils n'ont pas réussi à intégrer d'option d'achat dans ce prêt, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas renégocier en juin. Le seul souci, c'est que Moïse Kean, là, si ça continue sur ce chemin-là, il aura pris de la valeur en un an. Et que lui, je pense, il a tout intérêt à rester au Paris Saint-Germain parce que il s'épanouit, il joue la Ligue des Champions, il est quand même titulaire avec le Paris Saint-Germain, puisque là, pour l'instant, Mauro Icardi, que le PSG a acheté 50 millions d'euros, il joue plus depuis quasiment 6-8 semaines, il est hors de forme depuis un an. Ça pose de soucis à personne, puisque vous avez un attaquant de 20 ans qui performe.
faudra juste réussir à s'entendre avec Everton sur un prix adéquat et qui sera forcément plus élevé que l'été dernier. C'est juste ça le souci. Un recrutement qui est finalement en contraste avec celui de Ressé, arrivé en 2016. Ça vous fait rire. Ça sert à rien, change de. Vas-y, passe au sujet suivant. Ça sert à rien. Le feuilleton vient de se terminer avec la résiliation du contrat de l'attaquant espagnol. Un fiasco sportif et financier XXL, acheté 25 millions d'euros. On lui versait près de 400 000 euros bruts par mois, un peu moins que vos émoluments, messieurs. Par émission, Classico par émission, évidemment. Est-ce qu'on n'aurait pas pu arrêter les frais un peu plus tôt avec Ressé? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise là-dessus? Voilà, il y a des erreurs dans le recrutement. Lui, c'est une erreur monumentale. Ils l'ont prêté. Une erreur d'Emery à l'époque. C'est Emery qui a insisté. Mais le joueur, il voulait pas partir. Il était accroché à ses 400 000 euros. Ça fait penser un peu à l'époque de la VHS où on achetait des joueurs brésiliens sous couvert de cassettes VHS où ils avaient prouvé. Et quand ils arrivaient, en fait, c'était leurs cousins. Et c'est un peu ça. Mais sauf que là, ils jouent en Espagne. Il faut faire un test ADN. C'est un flop total. Après, est-ce que tu pouvais vraiment prévoir à l'époque? Je crois pas. C'est un joueur qui avait beaucoup d'espoir, sur qui on mettait beaucoup d'espoir, qui joue au Real de Madrid, qui faisait des bonnes saisons. Après, c'est vrai qu'il aurait dû s'en détacher plus tôt. Non, mais c'est un scandale. Des loupés, il y en a eu. Il y a eu Krikoviak et compagnie. Ouais, voilà. Mathieu, c'est un des plus gros couacs en matière de transfert de l'ère qatari. C'est même le plus gros fiasco de l'histoire du PSG. Je pense. À une époque, il y a eu 2 Brésiliens qui sont arrivés dans les années 90, c'était pas mal aussi. Mais c'était pas 30 millions. Là, c'est 25 millions d'euros de transfert, 5 millions d'euros par an de salaire pour 390 minutes de jeu. Donc c'est un fiasco. Puis c'est un joueur qui a eu des... Combien de buts? Il a marqué un but ou pas? Jamais. Il a marqué un but? 2 buts, dont un sur penalty. Mais c'est surtout, il a eu des soucis extrasportifs avec un enfant né prématurément qui a eu des soucis. Il s'était fait le genou un peu avant. Il a une hygiène de vie déplorable parce qu'il devait faire le quintal. Enfin, c'était terrible. Il est rappeur aussi. Mais c'était un joueur jeune qui avait été élu meilleur joueur de l'Euro U21 gagné par l'Espagne. Enfin, c'était un immense potentiel prodige avant qu'il se fasse le genou. Puis là c'est bien que ça s'arrête parce que ça devenait grotesque. Un dernier mot sur l'agenda de la semaine pour le Paris Saint-Germain qui affrontera demain Istanbul Başakşehir pour la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. En cas de victoire ou de match nul contre le club turc, le club de la capitale sera assuré de disputer les 8e de finale début 2021, et ce quel que soit le résultat du duel Leipzig-Manchester. Une seule combinaison par contre de résultats enverrait le PSG en Ligue Europa: victoire d'Istanbul à Paris et nul entre le club allemand et Manchester United. Ça s'annonce plutôt bien. On va chercher toujours le petit truc qui peut mal se passer contre le PSG. T'as vu un peu? C'est pour les parieurs. Bah non, rien à dire. Bravo au PSG, on peut le dire aussi, ça, ou pas? Quel club irrationnel. Mais vous avez été rassuré parce que vous avez vu la semaine dernière. Mais oui, mais c'est un club irrationnel. Moi, je vais vous dire un truc. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris du plaisir à voir un match de Ligue des Champions ou de football tout court devant ma télévision mardi dernier. J'ai transpiré, j'étais pas bien, j'étais debout. Enfin, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça et ça m'a fait du bien. Mais c'est un club irrationnel. On a presque oublié le Covid. Non, mais presque, mais pas complètement. C'est pas une question, il y a rien d'irrationnel. Au contraire, c'est très facilement compréhensible. Quand on a nos tauliers, nos leaders qui sont au niveau, qui veulent, ils ont envie, quand Neymar et un entraîneur qui fait son taf. Et quand ton entraîneur fait son taf, et il l'a bien fait, on peut le souligner aussi. Dans la série, le feuilleton des coachs qui ont la carte et ceux qui ne l'ont pas, manifestement Tourelle l'a pas. Les changements qu'il fait, le coaching qu'il fait aux 2 tiers du match, on peut le dire, ça. Personne ne comprend, et les WhatsApp commencent à chauffer, tout le monde dit mais il est complètement dingue, mais qu'est-ce que c'est que cette branque, etc. Il a repris la main, Tourelle. Et là, il n'a jamais perdu. En fait, c'est le coach de l'équipe. Lui connaît exactement l'état des joueurs. Il a travaillé sur 2 systèmes. D'abord, c'est un garçon intelligent, et puis il n'a pas envie de perdre. Donc quelque part. Mais n'oubliez pas les joueurs. N'oubliez pas Neymar. N'oubliez pas tous ces joueurs-là. Quand Neymar est en forme, c'est différent aussi. On va continuer à parler des coachs et de changements sur les bancs. Oui, c'est fini. Plus de Laurent Blanc. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. La lumière est venue de Laurent Blanc. On est revenu
revenu la semaine dernière sur les déclarations de Laurent Blanc sur son avenir professionnel. Vous aviez reconnu évidemment la voix en or du regretté Thierry Gilardi en 1998. Depuis, Patrick Vieira a été limogé par Nice. Patrick Vieira qui jouait d'ailleurs à l'époque aussi en équipe de France. Vieira limogé après une nouvelle défaite en Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen. Mathieu Faure, vous suivez l'actualité du club pour Nice Matin notamment. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la méthode Vieira ? C'est pas sa méthode, c'est que il a un groupe aussi très jeune. C'était aussi le projet Ineos, c'est-à-dire recruter des jeunes à très fort potentiel, à l'image d'Amine Gouiri. Il y a 2 mois, il a perdu l'un de ses rares éléments d'expérience, c'est le capitaine Banté qui a quand même gagné la Ligue des Champions avec le Bayern. Quand vous perdez un joueur comme ça dans un groupe aussi jeune, ça laisse des séquelles parce que derrière vous vous retrouvez avec beaucoup de jeunes joueurs un peu livrés à eux-mêmes. Il y a eu peut-être aussi des recrutements moins réussis, comme Morgan Schneiderlin qui a du mal, ce genre de joueurs. Et puis, il y a un problème d'expérience. Quand en Coupe d'Europe, vous avez joué contre Prague, contre le Bayer Leverkusen, qui ont des projets de jeu déterminés, qui sont habitués à jouer la Coupe d'Europe, qui ont plus d'expérience. Quand vous y allez un peu en néophyte, vous terminez dernier de votre poule, donc c'est un peu difficile. Et puis c'est une année de Covid, c'est un club qui a été beaucoup touché par le coronavirus récemment. Il y a des soucis de physique. Il y a des super jeunes joueurs, mais là le discours ne passait plus. Il y avait moins de réussite, moins de chance. Donc au bout d'un moment, quand le discours passe plus, le premier fusil qui saute, c'est l'entraîneur. Parce que le recrutement cet été laissait augurer de belles choses. Vous parliez, Mathieu, et je vais céder la parole aux experts du soir. Gouiri, Schneiderlin, Reine Adélaïde, c'est quand même intéressant. Moi je ne comprends plus les présidents de clubs. En fait, les clubs ne comprennent pas, les présidents de clubs ne comprennent pas qu'ils sont pas tous présidents du Paris Saint-Germain, de Lyon ou de Marseille. Quand t'es Nice, l'année dernière avec Vieira, tu finis 5e. Donc déjà, tu lui fais une statue, tu lui dis merci. Et quand la saison d'après, ça se passe moins bien, tu patientes, tu construis et t'attends. Mais quand tu perds contre le Bayer Leverkusen, qui est 2e de la Bundesliga, les amis, tu vires ton entraîneur. Alors bien sûr, ça fait longtemps que ça marchait plus. T'as vu l'équipe ? Attends, vous avez vu l'équipe qu'il met contre Bayer Leverkusen ? Mais c'est sûr que tu perds contre le Bayer Leverkusen et contre n'importe quelle équipe de Ligue 1 avec cette équipe-là. Donc acceptez de construire, accepte de prendre du temps, accepte que ça aille moins bien. Mais quand tu finis 5e, dis merci et patiente la saison d'après, c'est tout. Et ça vaut pour Nantes. Même quand on je sais pas si on parle de Nantes après, mais ça vaut pour Nantes. Scandale. Non, mais moi t'étais pas d'accord. Moi je suis pas d'accord parce que je suis désolé, mais je trouve qu'il y a des. Alors oui, c'est une équipe qui est jeune, tout ce que vous voulez et tout, mais il a eu le temps, Patrick Vieira. Il a eu du temps. Ça fait quoi, 3 ans qu'il est là ? Mais la saison dernière, il finit 5e. Non, mais d'accord. Ok, mais là il y a un problème. Il a beaucoup plus de moyens là maintenant. Il finit 5e en demi-saison. En demi-saison. On sait pas ce qui se serait passé. Ça s'arrête au mois de mars. Là il perd, il enchaîne les défaites. C'est un super mec, c'est un super joueur. Mais je pense que au niveau du coaching, ça allait pas. En tout cas à Nice, il y a quand même des joueurs. On parle pas de Dolberg, mais Dolberg il est bon quand même. Alors oui, il a le Covid, tout ce que vous voulez. Ok, très bien. Adélaïde, il est bon quand même. C'est un bon recrutement. Mais c'est des joueurs qui sont hyper décevants. Attal, mais ils sont Attal est blessé. Attal il doit être blessé. Mais ils donnent plus rien ces mecs-là. Mais donc quand les joueurs ne donnent plus rien, c'est le coach. Je sais pas que c'est le coach. Il y a peut-être un problème, il y a peut-être un message. Le coach en fait partie sans doute, oui. Effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Faure, d'avoir. Le coach aujourd'hui, c'est quand même le fusible idéal pour. C'est trop facile. Les dirigeants. Voilà, il faut donner quelqu'un à la foule. On donne le coach, on attend le prochain parce qu'on va pas donner le président, on va pas donner le directeur. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué. Moi, je suis évidemment d'accord avec Benjamin. Dans le cas de Nice, autant il y a des clubs où, quand on appelle le PSG, t'as pas le temps, t'es obligé d'être bon tout de suite, et c'est normal que la barre est là. Sinon, t'acceptes pas le poste. Quand t'es sur Nice, c'est sur le long terme. Donc le long terme qui s'arrête comme ça, je suis totalement d'accord, c'est n'importe quoi. Merci beaucoup Mathieu Faure d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve dans les colonnes et sur le site de SoFoot et de Nice Matin. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Messieurs, encore un mot de l'actualité des coachs en difficulté. Ça sent le roussi à Nantes, défait à la Beaujoire dans le match de la mort contre Strasbourg, 4-0 pour l'équipe de Thierry Lauré qui respire un peu mieux alors qu'on annonce le prochain départ de Christian Gourcuff, ce que dément son président Kita. C'est inéluctable ce départ selon vous ? Mais c'est différent là. Nantes c'est différent. Et là tu viens de dire le président Kita. Lui là il y a un problème avec le président parce qu'il limoge combien d'entraîneurs ? J'ai pas 13 coachs dans l'équipe ce matin. 13. Voilà, 13 coachs. 13 coachs en combien de temps ? En 3 ans, 2 ans ? Bon, là il y a un problème. Il y a un mec qui veut
veut pas construire, qui a quand même eu des coachs, Conceição, qui était très fort, qui s'est barré, on sait pas pourquoi. Ranieri, qui est parti, on sait pas pourquoi. Donc je pense que là, il y a un problème de management. Bien sûr. Il y a un problème de vision, il y a un problème de projet. Est-ce qu'il est responsable, Kita? Mais bien sûr qu'il est responsable. Évidemment qu'il est responsable. Mais tu es président de club. Et puis il n'y a pas les mêmes joueurs à Nantes et à Nice, les amis. Tu es président de club, c'est à toi de définir la politique sportive, économique à long terme de ton club. Donc si tu es Nantes, tu es un club formateur. Donc tu prends un coach, Christian Gourcuff, qui sait former les jeunes. Former les jeunes, ça prend du temps. Donc encore une fois, la saison dernière, je crois, il finit 10e ou je ne sais quoi. Cette année, ils sont 10, 11, 12e. C'est leur place, c'est tout. Ouais, donc attends, mais patient, forme des joueurs. Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise idée qu'il faut arrêter maintenant Non, t'es président, c'est à toi de... Non, t'es président, c'est à toi de reprendre la main. Un projet de club, ça dure plusieurs années, au moins 3, et c'est toujours la même chose. Soit on prend un entraîneur qu'on peut virer au bout de 8 mois, soit on le met dans une position de manager. C'est-à-dire qu'il va s'installer, qu'il va mettre des adjoints avec lui, qu'il va former des jeunes, il va les laisser grandir. Mais on les laisse pas grandir. Et là, quelque part, c'est juste parce qu'à un moment donné, il y a la vindicte qui fait que on doit mettre quelqu'un au pilori, et c'est souvent l'entraîneur. Je trouve ça déplorable parce que c'est un métier extrêmement difficile. Ils ont beaucoup de pression et c'est tellement sensible qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec la moitié du championnat avec des coachs dehors. Bon. Franck, est-ce que Christian Gourcuff, comme il a pu le laisser entendre, a pu être lâché par une partie de ses joueurs qui n'avaient pas l'air particulièrement motivés de le sauver hier? Non, on peut pas. En fait, c'est extrêmement compliqué ce genre de débat parce que d'abord, c'est souvent des rumeurs lancées par une personne ou par 2 ou 3 joueurs max qui se donnent plus d'importance qu'ils n'en ont et qui viennent surtout a posteriori. Donc on peut réécrire l'histoire. Moi, je peux vous faire croire n'importe quoi, que en fait, toute l'équipe n'a pas joué le jeu, etc. Comme dans les grands clubs d'ailleurs. On avait dit ça à l'époque de Tuchel. On avait dit Tuchel commence à se faire lâcher par ses joueurs. Ben moi, il y a un truc qui s'appelle la réalité du terrain. Quand on rentre sur un terrain, c'est pour se prendre 4 buts, je peux vous dire, mais ces personnes-là ferait mieux au contraire de dire qu'ils étaient avec leur entraîneur, parce que sinon ça veut dire que la défaite c'est eux. Donc en fait c'est complètement absurde. Et puis il y a une chaîne de commandement. Il y a une chaîne de commandement. Michael, il y a une chaîne de commandement. À partir du moment où il y a un chef, enfin je veux dire, si on avait demandé aux militaires le 6 juin 44 s'il fallait débarquer, ils auraient dit non, donc on n'aurait jamais débarqué. Heureusement que c'est le général qui décide. Bon, on a un peu senti un peu désabusé Christian Gourcuff dans ses déclarations d'après-match, laissant entendre que si c'était lui le problème, il n'était pas. Les réseaux sociaux, on a l'impression qu'ils ont autant de leviers que les supporters qui ne sont pas là. Kita, il a jamais eu besoin des réseaux sociaux pour virer un entraîneur, encore une fois. Gourcuff, il est intelligent, il connaît parfaitement le métier. Il sait très bien quand il dit ça, il sait très bien que pour lui c'est chaud, donc au contraire, sachant qu'il a vu Kita, le président. Bien sûr, quand il vient en interview, il est très intelligent. Il dit c'est moi le problème. Sous-entendu, évidemment que c'est pas moi le problème, c'est pas que moi le problème, il est responsable. Mais bon, ça n'a rien à voir quand même. On parlait de Nice et Nantes, moi je trouve que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas les mêmes joueurs, tu l'as dit. Il y a une politique de formation à Nantes. À Nice, il y a les moyens. Il y a des joueurs, il y a une équipe. Il y avait un problème de fond de jeu. À Nantes, tu peux l'avoir ce problème de fond de jeu, mais je trouve ça plus cohérent de dire il faut du temps pour installer ce fond de jeu à Nantes parce que les jeunes sortent tout doucement. Alors, Patrice Loco et Jafet Endoram sont très très loin de la Beaujoire, messieurs. Comme on arrive déjà sur eux. Pour revenir à l'émission précédente, ça laisse de la place pour Laurent Blanc. C'est vrai, on n'a pas eu de nouvelles de Laurent Blanc depuis la dernière fois. Messieurs, en quelques secondes, vraiment une quinzaine de secondes chacun, vos top et flop de votre week-end, qui est un week-end qui a été dominé par les belles prestations de Lille, Lyon et Marseille. Exactement. Alors mes tops, écoute, Lyon, Rudy Garcia, à chaque fois ce mec est critiqué et bravo à lui parce qu'il arrive à mener sa barque. On a vu du très beau jeu hier, super beau jeu. Un autre top, c'est Rafinha. Excellent match avec le Paris Saint-Germain, génial. Et voilà, j'ai pas de flop parce que je suis quelqu'un de sympa. Non, moi j'ai bien aimé aussi l'OL. Enfin, on a tendance à l'oublier. Par contre, sérieux Dauphin. Dauphin, oui. Sérieux, non. On sait que quelque part PSG est largement au-dessus, que ce soit l'OL, l'OM ou Lille. Et puis une petite pièce aussi pour Lille parce que j'ai bien aimé aussi. Alex, mon top, Ben Arfa, ce joueur m'impressionne à chaque fois. Depuis qu'il est en forme, il marque, il fait la différence. Bordeaux gagne des matchs. Donc voilà, c'est quel gâchis ce joueur. Donc Ben Arfa, c'est mon top ce week-end. Et mon flop, c'est Rennes, qui ne s'arrête pas de descendre. Et j'espère qu'on ne virera pas Stéphane cette fois-ci. Franck. Non, moi Ben Arfa, parce que encore une fois, super top Ben Arfa. Voilà. C'est un attaquant qui a été décrié, qui était vécu comme le génie français. Ensuite, il y a eu pas mal d'errance, donc le voir monter comme ça, s'il pouvait finir sa carrière sur des matchs pareils, je trouve ça génial. Et non, le flop, pour moi, c'est Vieira viré, je trouve ça nul. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, je le redis.
Messieurs, un dernier mot avant de passer à notre prochain sujet sur Lyon, invaincu lors de ses 10 derniers matchs en Ligue 1. Le club lyonnais affrontera le Paris Saint-Germain dimanche. On est impatient. Pour une fois, on a de voir un match en télé. Est-ce qu'ils ont leur chance, les joueurs de Rudy Garcia? Oui, ils ont leur chance, ouais. Oui, non, mais ça m'embête. Oui, ils ont leur chance. Clairement. Ils vont perdre 3-0. Ils ont leur chance, mais ils vont perdre 3-0. Non, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le PSG. S'ils ont envie, les leaders ont envie, il n'y a pas match, en fait. Ils prennent 3-0. Voilà, si on est dans un Lyon mauvais m'a match. impressionné hier soir. En attaque, ils m'ont impressionné hier, vraiment. T'as raison, Alex, mais contre Metz, tout le respect que j'ai pour Metz, c'est quand même contre Metz. Et si il met son penalty Boulaya, c'est pas le même match. Sauf que quand même, Metz, c'est compliqué. Marseille est 4e avec 24 points, soit 4 de moins que le Paris Saint-Germain. Monsieur, vous rigolez, vous êtes mauvais joueur avec l'Olympique de Marseille, mais je vous le rappelle, avec 2 matchs en retard, est-ce qu'on peut rêver du côté du Vélodrome? Il faut rêver. Dans la vie, c'est important de rêver. C'est important. Big Dreamer. Non. Non, rêvons plus grand, c'est chez nous, c'est pas à Marseille. Non, mais faut regarder les matchs qui viennent de jouer, contre qui ils viennent de jouer. Là, le week-end prochain va être un vrai test pour toutes ces grosses équipes. Lyon qui va à Paris, Marseille qui va à Monaco. Là, on pourra se rendre compte de quelque chose, mais là, ils prennent qui? Enfin, sans manquer de respect à aucune équipe. Ils jouent qui? Nantes, ils ont joué Nantes. Ce week-end, ils jouent. Nîmes. Non, mais Lille, ils font match nul. Ils ont joué Nîmes, qui est dernière. Enfin, presque dernière. Ça joue moche, mais ça gagne. Oui, mais tant mieux, c'est bien. Non, mais c'est bien, il faut gagner. Pour l'OM, c'est important de gagner. Et puis ils ont gagné en Ligue des Champions, donc avec 2 pénaltys. bravo, 2 pénaux magnifiques de Payet. Écoute, super. Hein, qu'est-ce que tu non, mais ça va les mettre, les pénaux. Ouais, mais c'est bien sûr, t'as raison. Alors, Zinedine. Pas ça. Pas du tout avec pas ça, Zinedine. Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On va évoquer maintenant un fléau auquel le sport et le football n'échappent pas malheureusement, la violence et le racisme. Et pour mieux comprendre ces phénomènes ce soir dans Classico, nous avons le plaisir d'être en ligne avec le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en charge notamment des sports et de la jeunesse. Bonsoir Patrick Caram. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Classico. Vous êtes l'auteur avec Magali Lacrose d'un livre noir du sport paru cet automne chez Plon et que je montre tout de suite à la caméra pour tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Patrick Caram, le football est un formidable espace de vivre ensemble, mais en vous lisant et en se déplaçant également sur certains terrains, on voit aussi qu'il n'est pas du tout imperméable à la violence générale de la société. Le sport en général et le football en particulier sont de formidables leviers pour l'intégration, pour le vivre ensemble, pour l'apprentissage des valeurs. Mais il y a effectivement des dérives. Ce sont des dérives qui peuvent passer à la fois par les supporters, mais se présenter à l'intérieur des clubs. Et souvent, ces dérives-là font l'objet d'une omerta absolument effroyable et qui laisse les victimes complètement désemparées et parfois brisées. Et vous prenez le cas, par exemple, de l'homophobie. L'homophobie, oui. On le sait parce que c'est très documenté. L'homophobie dans le sport est plus important que pour le reste de la société, 3 à 4 fois plus. Et pour le football, il est encore plus important cette homophobie, ces pratiques d'homophobie, encore plus important lorsqu'on parle de centres de formation. C'est quasiment entre la moitié et 3/4 des jeunes formés qui passent dans ces centres de formation professionnels qui peuvent avoir des attitudes homophobes et des comportements homophobes. Et cette homophobie, elle est d'autant plus forte que la virilité sert de point de repère. On estime qu'un homosexuel peut pas être viril. Et parce que l'on estime qu'il ne peut pas être viril, eh bien sur le terrain, vous avez des injures, des insultes qui sont réguliers autour du thème. Tu joues comme une tapette, tu fais comme ma sœur, arrête de faire la folle, etc. Même lorsque ça ne s'adresse pas à un homosexuel. Mais imaginez la situation dans un club avec des personnes qui sont homosexuelles. Eh bien, vous apercevez un peu de leur situation quant à l'adolescence. Ils découvrent leur orientation sexuelle. Vous apercevez vite que ça pose pour eux un vrai problème existentiel. Patrick Caram, outre l'homophobie que vous évoquez à l'instant, est-ce que le communautarisme grignote également de plus en plus certains clubs amateurs ? Alors sur l'homophobie, ça va jusqu'au suicide de certains jeunes parce qu'ils ne peuvent pas supporter de quitter le club et donc c'est un vrai problème qui n'est pas malheureusement travaillé aujourd'hui par les pouvoirs publics. S'agissant du communautarisme, il faut pas mélanger les phénomènes.
vous pouvez pas considérer que des clubs, par exemple, qui relèvent et qui sont historiques, hein. Vous aviez des clubs qui avaient été créés par les Italiens, par les Espagnols, par les Portugais. Ces clubs-là, aujourd'hui, sont tous ouverts. Ils ont gagné, ils ont gardé leur nom et historique, mais ils sont tous ouverts. Ils font appel à des footballeurs et des dirigeants qui viennent d'ailleurs, enfin qui n'appartiennent pas à telle ou telle origine. C'est pas ça que j'appelle le communautarisme. Le communautarisme, c'est un club, et ça existe, qui se referme sur lui-même, qui ne recrute que des gens qui lui ressemblent. Le communautarisme, aujourd'hui, on le voit dans ses débuts. Par exemple, vous avez en région parisienne des clubs qui ont, à partir de U12, 50, 60, 70%, parfois jusqu'à 90% de personnes qui relèvent de la même origine. Et citons les sujets, ce sont des personnes qui sont d'origine africaine ou qui sont africains. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que pardon pour l'expression, mais les petits blancs, après U12, petit à petit quittent le club. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'Antillais ou de personnes d'origine maghrébine. Les personnes d'origine maghrébine sont souvent des éducateurs, des entraîneurs, mais dans un certain nombre de clubs en région parisienne, mais vous avez le cas dans un certain nombre de grandes métropoles de province, eh bien, ils sont d'origine africaine. Patrick Caram, une réaction de l'un de nos chroniqueurs, Franck Tapiro. En fait, ce qui est extraordinaire quand on entend ça, c'est, je me demande toujours, que fait la Fédé ? Quand on entend un président de Fédé qui vous dit que le racisme n'existe pas dans le football, la violence n'existe pas, il n'y en a jamais eu, l'homophobie, mais enfin de quoi on parle ? Ça veut dire quoi, homophobie ? La gynophobie, pareil. On oublie, il n'y a pas longtemps, une arbitre féminine qui s'est fait puncher sur un terrain. Et quelle a été la réponse de Saint-Jacques, le patron de l'Île-de-France, c'est « Oh, elle est tellement mignonne que moi je l'aurais draguée », vous imaginez ? Et derrière, ils disent « On va enlever les arbitres féminines et les remplacer par des arbitres masculins ». Non mais attendez, on se marche sur la tête. Donc, quand on parle aussi de problèmes de pédophilie, vous avez vu ce qu'a déclaré Romain Molina, qui a fait l'enquête dans le New York Times, que la Fédé aurait planqué une affaire incroyable d'un éducateur qui envoie des SMS honteux à des enfants depuis des années, qui a été déplacé, qui n'a pas été signalé. On oublie que la Fédé, c'est une délégation de service public et non pas de service public. L'article 40, ça existe. Donc ça va sortir, parce qu'à un moment, moi je comprends, Monsieur Caram, merci d'avoir écrit ce livre sur le livre noir, et j'aimerais demain qu'on se dise, mais finalement, qui gère tout ça ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des finalités en termes d'action terrain contre la violence, contre l'homophobie ? Est-ce qu'il y a des sanctions ? Est-ce qu'il y a une éducation ? On a l'impression que c'est un no man's land, et surtout, champion du monde de foot peut-être, mais champion du monde du déni et de l'hypocrisie absolue. Donc moi, je vais lancer un hashtag aujourd'hui. Ça suffit, avec 3 S, ça suffit. Parce que maintenant, il faut passer à l'action. C'est bien de dire quels sont les problèmes. Moi, je veux que les responsables s'engagent. Il y a une délégation de service public. Il faut qu'ils nous disent comment ils comptent en sortir. Patrick Caram, une réaction à ce que vient de nous dire Franck Tapiro sur la responsabilité de la Fédération française de football ? Alors, pour être très clair, les dérives concernent un très grand nombre de fédérations. Le football comme les autres, et le football est d'autant plus explosé qu'il s'agit de la première discipline en termes de taux de nombre de pratiquants. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre sport agréé ou bien qui bénéficie donc d'un agrément ou du sport qui ont une délégation de mission de service public, puisque celles-ci font du haut niveau, et le haut niveau est encore plus concerné que le reste. Troisième élément, oui, le racisme, il suffit de lire mon livre et des exemples concrets, existe dans le football. Oui, l'homophobie, et c'est encore plus vrai pour le football, existe dans le football. Le sexisme, les violences sexuelles. Aujourd'hui, nous avons, sur les violences sexuelles, une réponse qui se met en place. Le ministère et la Fédération française de foot a été la fédération qui a servi dans une région qui a servi pour créer des vérifications d'honorabilité des bénévoles. Vous savez que les éducateurs professionnels, leur honorabilité est vérifiée pour voir si ce ne sont pas des délinquants sexuels. En revanche, les bénévoles, ça ne l'était pas systématiquement. Ça va l'être. Exactement. Ça va être déployé par la ministre. Mon problème, c'est que moi, je ne vois rien sur l'homophobie, je ne vois rien sur le sexisme, je ne vois rien contre le racisme. Il y a des sujets qui sont des sujets majeurs
majeur dans le sport. Le football ne fait pas exception à cela. Et il appartient au pouvoir public aujourd'hui. Et pas simplement aux fédérations. Pardon, mais les fédérations bougent quand les pouvoirs publics, quand l'État bouge, quand l'État dit c'est une priorité. Voilà ce que je vous demande de mettre en place. C'est ce qui va être mis en place sur les violences sexuelles. Il y a une déléguée interministérielle. L'inspection générale de l'éducation, des sports et de la recherche a fait un certain nombre de propositions. Ça va être mis en place parce que la ministre a décidé d'agir. La question, c'est de demander à la ministre pourquoi sur l'homophobie, elle ne fait rien. Merci pourquoi beaucoup. Sur la radicalisation et le communautarisme, elle ne fait rien dans le sport, et en particulier dans le football. Et pourquoi sur un certain nombre d'autres sujets, ces profils bas, on ne veut rien dire, on ne veut rien faire, et c'est encore l'omerta qui s'impose. Ça ne sont pas simplement des présidents de fédé qu'il faut interroger, mais l'État, dont c'est la responsabilité première. Merci beaucoup Patrick Caram de ce message fort lancé ce soir dans Classico. Je rappelle le titre de votre dernier livre coécrit avec la journaliste Magali Lacrose, le livre noir du sport paru chez Plomb. Merci beaucoup Monsieur Caram, à très bientôt. Au revoir. Magnifique, Les 3 F. Tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Il a eu lieu tout à l'heure à 18h. Problème, messieurs, Classico est enregistré. Ah, ça va, t'es honnête. en fin d'après-midi, évidemment que je suis honnête. Un peu avant ce tirage au sort. On va donc faire de la politique fiction, si j'ose dire, puisque nos éditeurs, eux, savent contre qui les Bleus joueront dans les prochains mois pour rejoindre éventuellement le Qatar, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Monde en Russie. L'équipe de France n'est pas qualifiée d'office, mais se trouve dans le chapeau A, en compagnie des 9 autres nations européennes les mieux classées au classement FIFA, c'est-à-dire notamment la Belgique, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Messieurs, quel serait le meilleur tirage possible pour nos Bleus pour 2022 ? Franchement, encore une fois, on l'avait déjà dit, je crois, mais parmi les équipes que tu as citées, il y a vraiment personne qui nous impressionne, quoi. Donc non, franchement, je sais pas, on a peur de personne, quoi. Même pas peur, non ? Ouais. Même pas la Belgique ? Non. Je sais pas, pour moi c'est un peu loin en fait de se projeter sur les éliminatoires alors qu'il y a d'abord l'Euro à jouer, il y a la finale de la Ligue des Nations à jouer, et là on va nous rajouter une troisième compétition. Très important la Ligue des Nations. Ouais. Non mais je dis pas que c'est important, mais il y a un trophée à aller chercher au bout, et quand il y a un trophée, faut le gagner quoi qu'il arrive. Donc j'avoue que je suis un peu d'accord avec Benjamin. Aujourd'hui, ça vous semble un peu loin là. Ouais, mais même pas peur contre qui que ce soit. Personne. Mais on verra l'Euro. Ça se trouve l'Euro, on sera pas au rendez-vous, et là on aura peur. Ou sauf une situation de maraboutage, on peut imaginer pendant le chapeau 2 la Suède avec Ibrahimovic. Le chapeau 3, la Norvège avec Haaland, et puis dans le chapeau 4, Israël avec la revanche de 93. Ça fait peur, ils nous ont marché dessus. On sait jamais. Le retour de Rosenthal. C'est vrai que lorsqu'on regarde les équipes dans les chapeaux, on n'a pas très peur. Franchement, on n'a pas très peur. On n'a pas peur. Franck, un dernier mot sur la génération qui a suivi Reuven Attar, par exemple, et Eyal Berkovic. Est-ce que ça serait pas mal de retrouver les Bleus face à Israël pour ces éliminatoires au Qatar ? Enfin, pour la Coupe du Monde au Qatar. D'abord, moi, je vous pose la question, excusez-moi, mais je suis toujours l'éternel optimiste, mais quand même, est-ce qu'on est sûr qu'elle aura lieu, cette Coupe du Monde ? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y aura pas une 12e vague de Covid, ou alors peut-être une révélation incroyable sur l'obtention du Qatar de la Coupe du Monde, parce ça, c'est possible. Il y a des gens, beaucoup d'argent. Moi, je pose déjà la question, il faut qu'elle ait lieu. 2, par rapport à l'équipe de France, non seulement on n'a peur de rien, mais peut-être pour la première fois de l'histoire du foot français, on ne va plus avoir peur de personne. Jair, pas de position de hors-jeu, Christopher Nkunku face à Manuel Neuer. Et le rasé de match contre Leipzig est devant. Yann-Carl Sabatier, le plus grand commentateur certainement de la télévision, avec quelques-uns, mais en tout cas sur la Bundesliga, on espère qu'on aura un jour dans ce studio le grand Yann-Carl Sabatier. Messieurs, petite introduction pour notre tour d'Europe du soir des grands championnats. Qu'est-ce que vous retenez? Bayern Leipzig 3-3, Tottenham Arsenal, Tottenham, c'était super. Bravo à Mourinho qui est vraiment excellent. Il est de retour. Oui, encore une fois, il est jamais parti. Il s'est un taulier, quoi. On disait que
l'ère Mourinho était derrière nous. Mais il est fort, il gagne partout où il passe. Champion, il arrive, je sais pas ce qu'il raconte aux joueurs, mais c'est une question de timing en fait. Il est très performant pendant 18 mois. Ouais, c'est ça. Et là, il est dans ses 18 mois. Et il va être champion, tu vois. Mais comment il fait jouer les gars, et Son, il est excellent. Le commentateur du match hier sur RMC au Canal+, je sais plus, disait si Son il était brésilien, ce serait une star intersidérale, un ballon d'or. Il a complètement raison. Son, c'est un joueur incroyable. Et là, il a Bale sur le banc. Il y a Gareth Bale sur le banc à Tottenham. Il faut imaginer Son avec une crête et avec des tatouages, ça passe pas. Non, mais il serait star intersidérale. Après, le but qu'il met, ça c'est mon côté gardien de but tactique. Le gardien Bernd Leno est hyper mal placé. Plus gardien de but que tactique. Non mais peu importe. La technique. Il est vraiment trop avancé, il est décalé et il recule dans son but, sauf qu'il recule trop tard, il est décalé et je peux faire un bordel sur ce match. Arsenal, c'est hyper faible. Tristesse, moi j'ai peur qu'il descende. Catastrophique. Franchement. Arsenal Qatar. Ouais, sans faire dans la corde germanophile. Moi, je trouve qu'il faut resituer un peu le niveau de Leipzig. L'air de rien, Leipzig. Quand on les a eu en poule, on se dit attendez, c'est une jeune équipe, ils ont tous moins de 15 ans, etc. Ben voilà, ils sont 3e du championnat. 3-3 sur la pelouse du Bayern. 3-3 contre le Bayern, chapeau. Remettons-nous un petit coup de Yann-Carl Sabatier avec le but d'Nkunku. Jair, pas de position de hors-jeu, Christopher Nkunku face à Manuel Neuer. Et le Racing match contre Leipzig est devant. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à l'avoir. On va l'avoir. Tactiquement, c'est magnifique ce qu'il fait là, par contre Nkunku. Enfin, on parle de Coman qui est un joueur somptueux, il y a rien à dire. Deux passes décisives. Tous ces Français qui sont en Allemagne, c'est fantastique. Mais Nkunku, j'arrive pas à dire son nom, mais c'est fantastique. Franchement. Je voudrais quand même aborder un de nos marronniers. C'est que voilà, on en parle de Giroud ou pas parce que il y a une semaine, il était dans un EHPAD et là aujourd'hui, il fait briller Chelsea. Il a encore marqué. On justifie enfin que Deschamps, le Yoda du football français, le fait jouer parce que c'est un joueur exceptionnel. Voilà, bon, dont acte. Rien à dire. Messieurs, l'heure. Franck, peut-être un mot. Premier fan club absolu de Giroud. Oui, c'est le président du fan club de Giroud. Franck est le président du fan club. Surtout dans la continuité. On n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà. On va lui proposer aussi de rejoindre l'équipe de Classico. Messieurs, coup de cœur, coup de gueule du soir et de la semaine. Oui. Alors, Benjamin, Alex, Mickaël. Allez-y, je prends mes notes. Comme Alex, moi je veux bien aller. allez, mon coup de cœur, c'est Madame Frappard. Oh non. Je suis désolé. Le tricheur. Non, je suis désolé. L'arbitre femme, je pourrais dire l'équipe de France de rugby aussi, tiens. La femme arbitre, je sais pas pourquoi je dis la femme, justement. C'est exactement. Que, non, voilà, c'est que je trouve ça génial, c'est super, et puis elle a fait un super match, et puis bravo à elle, voilà. Et mon coup de gueule, c'est l'arbitrage, par contre, au rugby, hier en Angleterre, où j'ai un peu les boules, voilà. Voilà, j'ai un peu les boules. Mickaël. Alors, moi, mon coup de gueule, et pareil, c'est aussi un marronnier, c'est le feuilleton Canal+ Média Pro. L'air de rien, Noël arrive, et on pourra pas mettre de ballon de football sous le sapin à la 3F et à la Ligue, donc ça c'est catastrophique. Le coup de cœur n'a rien à voir, on passe au Vendée Globe. C'est le CAM qui va repêcher Escoffier, ça c'est extraordinaire parce que ça pleure, on se rend compte vraiment de ce que c'est qu'un exploit sportif quand on est perdu comme ça dans les mers du Sud, et je trouve ça formidable. Benjamin. Non, mais il m'a piqué mon coup de cœur, mais c'était ça. Mais c'est vrai que nous autres grands misogynes autour de cette table et autour du ballon, non mais c'est vrai qu'on parle jamais. Ça je me sens pas visé. Forcément, coup de cœur, ça vise une femme. Mais franchement, je me sens pas visé. Bravo à elle parce qu'elle arrive à s'imposer dans ce milieu de mecs et très macho et très misogyne, voilà. Donc bravo à elle. Et effectivement, peut-être qu'un jour on parlera plus d'elle comme une arbitre féminine, mais juste comme une arbitre. Coup de gueule. Je n'en ai pas. Voilà. Ok, très bien, Franck. Peaceful, hein. Un coup de cœur, un coup de gueule. Alors moi, c'est un énorme coup de cœur au rugby français. L'image qu'ils ont donnée hier, avec cette jeune génération qui était attendue pour prendre 90 points par les Anglais, qui, du haut de leur arrogance, se sont dit que c'était un scandale. Ils ont donné un des plus beaux visages du rugby français, je parle sous le contrôle de Mickaël, depuis 20 ans. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des choses aussi belles dans leur regard, dans leur course, de leur détermination. Mickaël n'est pas d'accord. Il y a eu quelques petites erreurs, non, on n'en veut pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que ça, c'est la génération de la gagne. Parce que c'est les gamins qui se connaissent depuis tout petit. Ils ont été champions du monde. Ouais. Ils arrivent maintenant dans le groupe A. Et on a, en fait, toute une génération de joueurs en équipe de France. Vraiment, si avec ça, on n'arrive pas à être champion du monde la prochaine fois, c'est qu'il y a un truc que je comprends pas. Parce que hier, les meilleurs, c'était les Français. Les Français ont gagné, mais l'arbitre ne l'a pas voulu. Et ben, on va voir maintenant si vous êtes les meilleurs, Franck. C'est l'heure. C'est l'heure du quiz spécial. Dans quel sport? Kylian Mbappé, évidemment. Du ballon rond. Messieurs, vous êtes prêts? Ouais.
Ou, alors évidemment c'est éliminatoire aujourd'hui. Une mauvaise réponse, ça tourne. Ça c'est, on invente des règles. Voilà. D'accord. Une mauvaise réponse, vous êtes éliminé. Très bien, bah écoute. Où Kylian Mbappé a-t-il débuté sa formation? Bondy, j'ai dit Bondy. Mauvaise réponse. Clairefontaine. INF Clairefontaine. Un point pour Benjamin. C'est parti. Face à quel adversaire a-t-il réalisé un doublé en finale de la Coupe Gambardella en 2016? Le RC Lens. Je demande à Niché, mon voisin, les réponses. On va donner un joker à Mickaël pour qu'il intègre. Il a rien. Je sais pas comment il fait ça, mais il a rien. Qu'est-ce que je te dis? Quel autre sport c'est tout. Qu'il apprécie Kylian Mbappé? Mickaël, tu peux réintégrer le jeu. On n'a pas compris la question. Le curling. Pratiqué depuis son adolescence. Le handball. Non. Le curling. Non. On a. Je sais pas, je l'ai refait dans le tableau. Le ski. Le ski. Bah oui, les assurances, messieurs. Ah oui. Combien On a le droit d'éliminer le monsieur qui pose les questions. Combien mesure Kylian Mbappé? 1,78. 92. 78. Au juste prix, vous auriez tous perdu 86. 1m78, mais c'est Mickaël qui était pas très loin. On m'appelle la toise. Comme moi. À quel âge? Ah, Franck, t'avais donné la bonne réponse? Non. Ah, j'ai dit avant tout le monde. Ça, c'est Ah, d'accord. vérifié. À quel âge? Ok. Bon, personne ne l'a entendu, mais à quel âge Kylian Mbappé joue-t-il son premier match de Ligue 1 avec Monaco? 16 ans. 16 ans. Bonne réponse, Alex. 16 ans. Donc ça fait 2-1. Moi je compte. Contre quelle équipe inscrit-il son premier but en Ligue des Champions? Man City. City, 2-2, Alex. 2-2. Quelle compétition remporte-t-il à l'âge de 17 ans? La Coupe du Monde. Mauvaise réponse, élimination, Mickaël. Championnat de France. Non. International, compétition internationale. Les moins de 18. Presque. L'Euro des moins de 19. L'Euro des moins de 19. En octobre 2018, il réalise un quadruplé lors du succès du PSG face à Lyon. D'accord, mais en combien de minutes inscrit-il ces 4 buts? 16 minutes. Presque. 22. Franck, Mickaël. 20. 19. 13 minutes. 17. Vous êtes au-dessus. 13 minutes, au-dessus. À quelle minute a-t-il inscrit le 4e but de la finale de la Coupe du Monde 2018 contre la Croatie? 73. Non. 68. Vous êtes au-dessus. 65. Quel numéro portait-il lors de sa première saison avec le PSG? Il y a toujours 2-2, hein. 22. Non. Attention, c'est le 29. final. 29. Et la victoire. Ne crée pas. Monsieur, ne crée pas. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? 2. Eh ben, vous gagnez le livre du sang, le livre noir du racisme. Merci beaucoup. Comment je suis jaloux. Que Mickaël nous avait demandé. Fallait gagner, c'est tout. Voilà, fallait pas être un club du football. Bravo Benjamin. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Classico, une émission que vous pourrez retrouver sur les sites de Radio J et de Judaïque FM. On se retrouve avec grand plaisir, avec le sourire, lundi prochain à 21h. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en vidéo sur la page YouTube. Likez, partagez, commentez Classico. Tout de suite, la soirée continue en compagnie de notre camarade Avner Azoulay pour le Festival Oriental. Messieurs et mesdames, à lundi prochain. Bonsoir à tous.